Bonjour, c'est Sophie Corradini, je suis bibliothécaire au Centre de lecture publique de Mont-de-l'Enclus et nous sommes ici pour les bibliothécaires d'un soir. C'est une rencontre avec une personnalité du monde culturel, de préférence du monde des livres, qui va parler des livres qui ont influencé sa vie, qui ont influencé son œuvre ou sa perception du monde. Nous avons comme invité Michel Dufrane, qui est critique pour la RTBF. Il collabore avec diverses émissions, notamment Livré à domicile, mais aussi sur La Première et sur Vivacité. Il va pendant une grosse heure, si pas plus, nous parler des livres qui ont influencé sa vie et sa perception du monde. Il va parler de ce qui a fait de lui le lecteur qu'il est maintenant. Vous pouvez vous abonner à ce podcast via YouTube, iTunes ou SoundCloud, ou bien en vous rendant sur audioville.be et en vous abonnant à la newsletter. Et donc, bonne écoute et j'espère que cette émission va vous plaire. Bien, bonsoir, merci d'être là un vendredi. Alors c'est bizarre de parler dans un micro alors que ça n'aide pas à porter plus loin, mais alors d'abord veuillez m'excuser parce que je serai un peu fatigué et un peu pas exactement dans mon assiette, mais je sors d'un petit accident qui est gênant. Vu qu'on avait organisé cette rencontre depuis fort longtemps, j'ai pas voulu vous planter. Voilà, mais parfois je cherche mes mots. C'est entre autres un des effets. Ah là, ça va être difficile par contre. Par contre, vous pouvez venir ici. Mais si. Non, parce que, alors, il y a deux effets parmi les médicaments. Il y a un, parfois je cherche mes mots, et deuxièmement, j'ai la voix qui chute. Voilà, comme ça vous le savez. Et je suis content de ne pas avoir de tournage pour l'instant. Voilà. Donc, Monsieur Mauvais-Jean RTBF, c'est tout de suite un grand mot, mais ok, merci. Donc, je collabore à une série d'émissions. Je ne suis pas personnel RTBF. Je suis pas journaliste. Je collabore à une série d'émissions, le 6-8, Livré à domicile, Entrée sans frapper et Matin Première. Et je parle que de bouquins. J'ai pas du tout une formation littéraire non plus. Donc je suis vraiment un accident de l'histoire puisque je suis psychologue de formation. Mais j'ai toujours eu des activités de grand lecteur. D'une part parce que mon physique le prouve. J'étais un grand sportif il y a longtemps. Et puis suite à un accident, je m'emmerdais beaucoup, donc je lisais. J'avais la chance d'avoir un paternel qui travaillait, à l'époque ça s'appelait la CGER, et la CGER avait une bibliothèque incroyable. Donc c'était super, on n'était pas obligé d'aller à la bibliothèque, ce lieu qui pue, avec des gens pas sympas. On est dans les années 80, hein. Super pas accueillant et tout. On a des gros catalogues de la CGER. C'était des beaux gros catalogues reliés. Et alors, on tournait les pages, on mettait juste des références. Et comme ça, j'ai pu m'enfiler tout Agatha Christie, Conan Doyle et ainsi de suite, alité. Le vrai déclencheur de la lecture, paradoxalement, c'est l'école. Je détestais lire à l'école. J'avais une orthographe détestable. Ça me faisait vraiment chier. On ne peut pas dire de gros mots. Alors, il faudra biper. Hein. Bip, voilà. Et puis arrive la... Alors bon, j'avais la chance d'être dans un collège prestigieux de Bruxelles, parmi l'élite de la société, puisque je faisais latin-maths, quand même. Hein. On n'était pas là pour rigoler. Après, j'ai fait psychologue. Hein. Et en 5e, on avait un prof de français qui, en début d'année, nous propose un contrat qui est le suivant. C'est... il faut lire un livre par mois qui est imposé. Ou vous voulez changer contre 2 livres au choix. L'adolescent rebelle que je suis s'est dit « Oh là, non, Madame Bovary, ça a vraiment l'air chiant. » Deuxième fois, ça va pas. Je vais lire d'autres trucs. Et donc, j'ai commencé à systématiquement échanger mon livre par mois contre 2 livres. Donc, j'ai des copains qui ont commencé avec moi, puis qui ont abandonné, parce que 2 livres...
c'est plein de pages et tout. Mais il y avait un vrai défi, hein. C'était un vrai challenge. Donc je l'ai fait et j'ai tenu toute l'année. Arrive Laretto, même prof de français, qui dit, voilà, le contrat cette année, c'est 2 livres par mois. Alors, 2 livres, c'est beaucoup. Alors, j'ai déjà fait ça l'année passée, les gars. Easy, hein, les doigts dans le nez. Ou vous pouvez toujours échanger un livre contre 2 livres. On va y aller. Hein. Donc, ça fait en gros un livre par semaine. Et j'ai tenu toute l'année aussi. Et à partir du moment, la lecture, après ça faisait partie de mes études en psycho, mais c'est une compétence, c'est une des rares compétences acquises par l'être humain qui ne s'oublie jamais et qui fonctionne à l'insu de votre plein gré, en permanence, et qui se développe en permanence. Souvenez-vous, vous avez tous été en vacances dans des pays étrangers. Vous avez toujours lu les devantures des cafés, les marques de pub, et ainsi de suite. Vous ne connaissez pas la langue. Même si vous allez en Grèce, vous ne connaissez pas l'orthographe, même si vous allez en Pologne, en Russie, enfin, la Pologne, c'est pas le cas, mais où c'est moins le cas, ou en Tchéquie ou autre, où il y a des alphabets qui sont proches mais différents, vous allez recréer, parce que votre cerveau, il adore ça. Donc, à partir du moment où vous l'entraînez, gamin, à lire, c'est parti. Donc, on lit vite. Je ne dis pas que je lis bien, hein. On lit vite, on a l'habitude de pouvoir accumuler les pages, ce qui fait qu'à l'université, les syllabus et compagnie... c'est plus un problème non plus, il y a cette compétence-là. Donc, je ne remercierai jamais assez l'école et surtout ce prof de m'avoir permis d'acquérir, enfin, du moins d'exploiter cette compétence-là. Et ce qui était aussi très chouette, c'est que j'ai toujours eu dans ma vie, c'est la liberté de choix. Puisque là aussi, il n'y avait pas d'imposition. Vous choisissez 2 bouquins. Il devait donner son accord, mais il n'était pas en train de vous dire « si vous troquez un Flaubert, ça doit être contre un... » Non, c'était... Allez-y. Et puis, il faudra en parler, il faut justifier le choix, et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment un exercice intéressant. J'ai suivi un cursus qui était très, très loin du monde des lettres et de la littérature, comme je l'ai dit, en psycho. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours écrit dans des fanzines. Enfin, j'ai fait des trucs dans les fanzines. J'ai participé à l'organisation de festivals. J'étais lié au Festival du film fantastique. On avait intégré des trucs de bouquins. Je faisais beaucoup de jeux de rôle aussi. Je suis le premier Belge à avoir écrit professionnellement dans le monde du jeu de rôle, par exemple. Ce qui est toujours très bien aussi parce que ça permet de commencer à interagir avec le monde parisien. Donc vous arrivez dans des réunions, machin il est product manager, machin il est directeur marketing, lui il est belge, machin il est directeur général, lui il est directeur financier, enfin voilà. Donc c'est aussi une façon d'avoir une forme d'identité par rapport à ce grand voisin français qui est quand même très important d'un point de vue culturel. Et j'ai aussi fait de la radio sur Radio Campus, invité par peut-être les plus spécialistes d'entre vous connaîtront Sarah Doc. Voilà. Donc Sarah Doc qui est autrice, qui est dans le recueil Bruxelles Noire, qui est aussi traductrice, voilà. Qui est la femme de feu à Yordal, qui est la présidente du prix Julia Verlanger, enfin voilà. Quelqu'un qui est très ancré dans le monde de la SF, mais à l'époque aussi, elle était étudiante, elle faisait journalisme, donc on a fait plein de conneries ensemble. Puis j'ai eu une carrière normale, moi j'ai un peu tout fait à l'envers, hein, donc j'ai commencé en gagnant beaucoup d'argent et en faisant des trucs immondes, et puis aujourd'hui je fais des trucs sympas et je ne gagne pas d'argent, enfin c'est l'inverse d'une carrière normale. Jusqu'au début, enfin juste un peu avant les années 2000, quand on me propose de devenir rédac-chef d'un magazine. Je vais être rédac-chef de Science Fiction Magazine et là-dessus, je vais basculer. Les éditions Delcourt vont me contacter pour que je rejoigne l'équipe des éditions Delcourt et je vais bosser pendant 12 ans dans le monde de l'édition à Paris avec des fonctions un peu couteau suisse. Enfin, j'étais consultant éditorial, mais ma fonction principale, c'est ce qu'on appelait gestionnaire de flux ou directeur de la communication interne, enfin responsable de la communication interne, enfin un nom qui en soi ne veut rien dire si on n'est pas dans le monde de l'édition. C'est-à-dire que j'étais la plateforme centrale entre les différents services. Parce que là, ça touche à la vie du livre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les professionnels du livre sont en train de parler de la rentrée littéraire, mais c'est quasiment déjà fini. Et on est en train de préparer Noël. Et dans le même temps, aujourd'hui, les attachés de presse sont en train de travailler les livres qui sortiront la semaine prochaine.
Et vous, les lecteurs, vous êtes en train de lire les livres qui sont sortis il y a un mois ou 2 ans. Et donc, la bascule qui est importante dans les années 2000, c'est que le monde de l'édition littéraire l'avait déjà fait, mais le monde de la BD pas encore, c'est qu'on allait travailler dans un modèle par niche. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'avant 2000, globalement, qui lisait de la bande dessinée, c'était plutôt des hommes. Ça s'arrêtait vers 10-12 ans. Ça disparaissait, ça reprenait vers 25-45. Voilà. Et ce qu'on voulait vraiment faire, c'était adapter le modèle japonais, à savoir que quand on rentre en librairie, on dit voilà, je cherche un bouquin pour ma nièce, elle a 18 ans, elle a les cheveux bleus, elle fait du skateboard, elle aime les requins. On dit mais bien sûr, il y a ceci. Voilà. Donc travailler par niche. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a toujours un débat sur la fameuse surproduction. Alors il n'y a pas de surproduction. Il y a juste trop de livres. Alors c'est une nuance, c'est-à-dire qu'on parvient aujourd'hui à tellement élargir le spectre des gens qui potentiellement peuvent lire que non, il n'y a pas de surproduction. Mais oui, du point de vue des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires et tout, il y a beaucoup trop de livres qui arrivent sur le marché. Et donc, comment gérer toute cette information ? Mais l'objectif pour les éditeurs, c'est de garder de l'espace, du linéaire, du mètre carré en librairie et de remplacer un truc destiné, de la fantasy à gros seins avec des épées par de la fantasy à gros seins avec des épées, à côté d'avoir le polar noir qui est remplacé par du polar noir, à côté l'histoire de chat qui est remplacée par de l'histoire de chat ou de loup une fois de temps en temps, et ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment la grande mutation des années 2000. Et dans les structures éditoriales sont apparus des personnages un peu bizarres comme moi, qui devaient continuellement jongler entre ce qui était en train de paraître, ce que les éditeurs avaient signé, en se disant, ben voilà, ça on voudrait le signer, voir quand ça devait paraître, comment ça devait paraître, coordonner aussi des phénomènes de couverture. Les couvertures vertes, ça vend moins. Les couvertures blanches, c'est salissant. Les couvertures noires, ça s'abîme. Mais si vous n'avez pas de couverture noire, c'est dommage parce que chez certains libraires, la couverture noire marche bien. Tout ce genre de choses. Voilà, j'ai bossé un certain nombre d'années. Puis mon fils est né. Et j'ai voulu avoir une vie de famille. Et donc là, j'ai quitté Paris. Alors, j'habitais toujours Bruxelles, je faisais des allers-retours. J'ai arrêté de travailler à Paris pour être indépendant. Et à ce moment-là, je continuais des activités de scénariste de bande dessinée. Et les activités en médias ont augmenté. Voilà. J'avais déjà été contacté. Alors, comment je suis arrivé dans les médias, hormis des trucs épisodiques, soit à Radio Campus ou en presse, ou être rédac-chef, ce genre de choses, mais par rapport à la télé et la radio. Alors là aussi, c'est un accident d'histoire, parce que c'est peut-être une particularité que j'ai, c'est que quand on me propose un truc, je dis oui. Ouais, j'essaye. Voilà. Je trouve ça marrant. Autant faire, j'essaye. Et à l'époque, je travaillais donc à Paris, et Thierry Belfroy, qui travaillait pour moi, qui faisait des piges pour moi, qui écrivait des dossiers de presse pour moi, ce genre de choses, me contacte en me disant, voilà, le contrat de gestion oblige la RTBF, c'était encore le cas à l'époque, ce n'est plus le cas maintenant, oblige la RTBF à avoir une émission littéraire. Il n'y en a pas eu pendant l'année, donc on doit impérativement en monter une. On a une idée avec Corinne Boulanger, on va monter Millefeuille, voilà, c'était cette émission-là. On aimerait bien... structure classique, des auteurs invités et tout, mais quand même à côté avoir du liant et amener des chroniques. Et on aimerait bien avoir des chroniques différentes de tous les bouquins qu'il y a traditionnellement en facial chez le libraire. Donc, on voudrait peut-être du polar, on voudrait peut-être de l'essai. Toi qui es à Paris, qui est dans le milieu, donc... là aussi, parenthèse, le milieu de l'édition à Paris, c'est un milieu très endogame. Si vous avez vu le film Feston, c'est ça. C'est une grande famille. Tout le monde se méprise, mais vous êtes tout le temps ensemble. À midi, vous bouffez avec des gens de l'édition. Le soir, vous bouffez avec des gens de l'édition. Vous couchez avec des gens de l'édition. Vous sortez avec des gens de l'édition. Vous voyez des gens de l'édition. Vous déplacez avec des gens de l'édition. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont été mes stagiaires. Il y a beaucoup d'attachés de presse qui ont été mes stagiaires. Enfin voilà, donc c'est vraiment un petit milieu où tout le monde se connaît et se fréquente tout le temps. Et c'est à la fois très dynamique et très gênant. C'est-à-dire qu'à la fois, on est en permanence concurrent, mais sur certains épisodes ou sur certains coups,
c'est très facile de... J'ai tel auteur, il sort un bouquin, je sais qu'il a signé chez toi aussi, quand est-ce qu'il sort ? Il sort à tel moment. Ok, pourquoi chez vous ? Parce que chez moi, j'en ai besoin pour telle et telle raison. Pourquoi toi, t'en as besoin pour telle et telle raison ? Ok, moi, je le décale, tu le décales, on se met d'accord, ce genre de choses. Enfin, donc... Ce sont des choses qui fonctionnent vraiment en vase clos. Si vous me donnez les programmes de parution de septembre, je vous donne le programme de la grande librairie, par exemple. Ce sont des choses connues. Et donc, revenons à Je suis à Paris. Thierry m'appelle en me disant, est-ce que tu pourrais me servir de fixeur, enfin de poisson pilote, toi qui es dans le milieu, pour m'indiquer les bons coups, enfin les trucs dont il faudrait parler, les trucs un peu surprenants, être informé plus en amont que ce qu'on peut l'être parfois en Belgique. Donc je dis oui, j'ai aucun problème. Et puis il me recontacte quelques jours après en me disant, ben voilà, légalement, comme c'est défini par le cahier des charges et ainsi de suite, il faut un casting. Donc si tu as envie de faire de la télé, passe le casting. Je sais pas, oui. Et j'ai passé le casting, j'étais très détendu. Hein. Et à ma grande surprise, j'étais retenu. Et ce qui était assez drôle pour le casting, comme ça, vous aurez même plein de petites infos qu'on lâche rarement, c'est qu'il y a un autre individu qui n'était pas du tout prévu initialement dans le casting de base de Millefeuille, c'est un certain Gorian Delpature. Parce que Gorian Delpature, à l'époque, travaillait au sport. Voilà. Alors, Gorian Delpature est un grand fan de Formule 1. Il a des petits classeurs avec tous les résultats de toutes les courses. Hein. Ça, si vous le voyez, vous pouvez le vanner là-dessus. C'est bien. C'est pas enregistré, j'espère. Et donc, Gorian passe. Donc, Thierry m'avait dit pour le casting, va pas chercher des trucs compliqués. Enfin, on prépare des chroniques. J'en ai préparé 2 ou 3. Je m'étais dit, je vais faire un truc facile, du Stephen King, La Tour Sombre. Il y avait un côté visuel avec la pile de bouquins. J'avais fait Vidéo Jésus de Andreas Eschbach. Hein, truc de SF. Et puis j'avais fait un polar nordique parce que, voilà. Vidéo Jésus, non. Chez La Talente. Je peux faire le résumé, hein, s'il faut. C'est excellent livre. Voilà. Et donc je passe mon truc. Et puis arrive un gars chevelu qui fait Stephen King et qui fait un truc de SF. Et là, la production a dit, on voudrait vraiment t'avoir, mais Dufran, il a les compétences probablement plus larges que les tiennes. En plus, il a tous les contacts. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc que tu aimes dans la vie ? Et il n'a pas dit la Formule 1. Et alors, un peu honteusement, il a dit, moi, ce que j'aime bien, ce qui m'amuse toujours, c'est les auteurs morts, mais enfin les vieux classiques et tout. Et là, c'était banco, parce que vous avez un mec avec un t-shirt Kiss, des baskets, des cheveux longs, qui dit, ouais, moi j'aime bien Flaubert. Donc là, évidemment, la production a dit, banco, ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Gorian, on ne se connaissait pas. Et depuis lors, on a fait une adaptation de Candide en BD. On a été en mariage respectif, ce genre de choses. C'est vraiment un ami. Voilà. Mais donc, de ce casting-là, 2 individus qui n'étaient pas du tout prévus initialement sont encore en télé dans l'émission littéraire de la RTB 15 ans plus tard. Parce que le début de Millefeuille, c'était il y a 15 ans, 15-16 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu le parcours. Puis, une fois que j'étais dans l'émission, que je suis revenu à Bruxelles, on m'a dit, tu ferais pas un truc en radio, tu ferais pas. Et puis, comme moi, je dis oui, alors je commence à dire non, parce que j'ai parfois plus trop le temps, quand même. Voilà. Ça, c'est le parcours. Juste alors, deux petites anecdotes sur les bouquins qui ont été présentés, quand même. Bruxelles Noir, à la base, c'est un projet... C'est pas du tout un projet pour l'espace francophone. C'est un projet qui vient des États-Unis. Oui, alors Asphalt a racheté les droits, a racheté une partie des droits à Akashic Book, mais c'est un projet américain, c'est un projet qui cartonne aux États-Unis. Et j'ai de bonnes relations avec les éditions Asphalt. Et en discutant avec l'équipe, je dis, mais c'est quand même délirant, vous faites des villes parfois... je sais pas moi, Haïti noir, ok, sympa, mais Bruxelles, c'est toujours un peu oublié du système. Pourquoi ? Il y a quand même ça a toujours ce problème avec la Belgique. Il me dit, ouais, c'est pas nous, la licence est américaine. Et Johnny Temple passe à Bruxelles.
Non, Jay Temple passe en France, discute avec les filles d'Asphalt. Et il dit, mais ouais, moi, Bruxelles, j'adorerais faire ça, mais j'ai pas de contact. Parce qu'il faut savoir que l'éditeur d'Akashic est aussi bassiste dans un groupe américain. Enfin, il était dans 2 groupes qui ont beaucoup tourné en Europe. Et en Europe, la Belgique, pour le rock underground et autres, c'est plutôt bien connu. Et donc, il connaît très bien le Bota et ce genre de choses. Donc, il a une vision de Bruxelles qui est assez intéressante. Et donc, ça l'amusait d'avoir quelqu'un qui puisse faire Bruxelles. Et on m'a dit, ça te dirait ? Ouais. Et alors, à ce moment-là, on rentre dans la logique américaine. Alors, la logique américaine, la conception d'un recueil, c'est hyper cadré. C'est-à-dire qu'il faut des hommes, des femmes à parité, il faut des auteurs célèbres, des auteurs moins célèbres, il faut des premiers écrivains, il faut des écrivains plus connus, Et donc, il y a quand même toute une série de critères. Une fois que vous faites le tableau, par rapport aux gens qui écrivent en Belgique, à Bruxelles, il reste plus... il y a quelques noms, vous les mettez vite dans les cases, et en gros, je ne vais pas dire que vous avez composé l'anthologie, mais c'est quasiment ça. Et là, c'est posé un gros problème qui était un grand révélateur pour moi, c'est que je voulais un auteur néerlandophone. Et alors, question, vous me citez 10 auteurs flamands contemporains ? Ouais, d'accord, on est bien d'accord, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est trouver des auteurs flamands, avoir un rapport avec les auteurs flamands, c'est un truc super compliqué. Donc, c'était très éclairant sur l'état de la Belgique aujourd'hui, parce que c'est un milieu dans lequel j'ai aucune entrée. Mais vraiment aucune entrée. Maintenant, j'en ai, mais j'avais pas de moyens, donc j'ai essayé, j'ai frappé à différentes portes. Et puis, par copains interposés et tout, même des gens qui ne sont pas du milieu du livre, mais qui connaissent... mon épouse est prof de néerlandais à la VUB, en études littéraires, elle a eu comme élève, machin, vraiment des filières qui ne sont pas du tout des filières classiques. Je tombe sur Bob Van Larenhoven. On en discute, ok, c'est nickel, ça marche. Et arrive le rendu des textes. Donc, sur tous les auteurs présents, il y a un seul auteur qui écrit directement en anglais pour les États-Unis. Je vous laisse deviner qui. Le flamand, évidemment. pas les francophones. En fait, quand je soumets la liste aux Américains, à l'équipe d'Akashic, tout de suite la réponse est super, l'équilibre est là. Et puis, c'est génial, il y a quelqu'un de très connu. Donc, le très connu, c'est Bob Van Larenhoven. C'est pas Barbara Abel, c'est pas Paul Collis, c'est pas Nadine Monfils. Non, Bob Van Larenhoven. Et de fait, il est déjà publié en anglais, il est déjà publié aux États-Unis, il a déjà un agent aux États-Unis. Quelques semaines après qu'on ait établi la liste, il recevait Edgar Allan Poe, machin truc. Et là, je me suis dit, on est vraiment pas dans le même monde. Donc, je devais expliquer qui était Barbara Abel ou Paul Collis. Et Bob Van Larenhoven, je vais rien expliquer, alors qu'en même temps, j'aurais été bien emmerdé de devoir expliquer des trucs, puisqu'on ne peut pas le lire en français. Je pense qu'il y a un texte traduit en français de mémoire. Voilà. Et une fois qu'arrive le rendu des textes, il y en a un qui me rend son texte en VO, dans la langue d'écriture en néerlandais, qui me rend une version en anglais, directement pour l'américain. Voilà. Bon. Et tous les autres ont écrit directement en français. Ce qui a permis de sortir l'édition Asphalt, l'édition française, parallèlement à l'édition américaine, même plus vite, en anticipant. Donc, la première version est la version française, alors que c'est un achat de droit d'un truc américain qui est sorti plus tard. Voilà. Voilà, donc c'est un bon comportement. Commercialement, ça marche bien aux États-Unis, c'est sympa. C'est traduit en polonais maintenant, c'est traduit en je sais plus quoi. Il y a plein d'achats de droits, donc ça, c'est drôle. Et alors, autre anecdote, alors ça concerne Femen. Femen, au moment où le bouquin sort, je me fais pourrir sur la scène d'ouverture. Mais ça n'arrive pas, hein. C'est excessif, on n'harcèle pas les femmes comme ça, dites donc, monsieur. Je me le suis pris, mais dans la presse, sur les blogs, partout. Et ça donnait dès lors un bouquin qui était jugé non réaliste. Par des femmes et des hommes. Sérieux? Oui, sérieux. Alors moi, ça me faisait un peu sourire,
Parce que la scène d'ouverture, en fait, c'est un truc qui m'a été raconté par une personne. Voilà, donc j'ai interviewé plein de copines, de connaissances et tout. Je me suis pris une grosse claque au moment où j'écrivais le truc, parce que on est 5 ans avant MeToo et Balance ton port, 5-6 ans quand même. Et je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y avait quand même un taux de viol qui était beaucoup plus important que ce que j'imaginais. J'en connaissais certains, j'en ai découvert d'autres. De harcèlement, enfin tout ce genre de choses. Donc je m'étais pris une grosse claque, et puis il y a vraiment un témoignage. Je me demandais si je pouvais le mettre voilà, bon, en accélérant un peu, en arrondissant les choses, mais voilà. Et c'était vraiment perturbant de se prendre l'attaque frontale comme ça. Et je me dis, 6 ans après, au final, tiens, les gens réalisent seulement, mais comme quoi la pensée, les mœurs, mine de rien, peuvent évoluer plus vite que ce qu'on veut bien croire. Voilà, fin de parenthèse sur l'épisode féminin. Cela dit, c'est quand même un petit effet par rapport au blog et à cet espace de la critique libre. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Alors psychologiquement ça va, je m'en sors bien. La personne qui m'a raconté son histoire un peu moins, en disant c'est exagéré, voilà. Mais surtout très, très vite les éditeurs voient ce mouvement, et donc si ça devient négatif, on sent qu'il y a une sorte d'a priori négatif. C'est tu vas un peu moins dédicacer, tu vas un peu moins sortir, ce genre de choses. J'ai eu l'épisode sur une autre série, alors c'est une série historique napoléonienne, ça s'appelle Souvenir de la Grande Armée, chez Delcourt. Volontairement, quand on évoque des chiffres qui concernent les Français, ce sont les stats historiques françaises, et quand ce sont des chiffres qui concernent les ennemis, entre guillemets, donc austro-hongrois et russes, avec mon dessinateur, on a utilisé les sources des pays en question. Parce qu'en travaillant avec un dessinateur serbe spécialiste de bande dessinée historique, il a accès à toute la doc russe, entre autres, sur le Premier Empire. Et ça plaît pas du tout au lecteur français, parce qu'il n'a pas l'habitude. Il a l'habitude d'avoir les chiffres Pijard et compagnie. Et donc, ce sont des attaques que je me suis prises. Mais alors, j'ai voulu faire mon malin, c'est une connerie. Hein. Ne le faites pas si vous voulez vendre des bouquins, enfin beaucoup de bouquins. Mais surtout, ça a commencé à percoler sur des blogs, des trucs historiques. Et c'était manque d'historicité, manque de documentation, les chiffres sont faux, et ainsi de suite. Ce qui fait quand même qu'à un moment, la BD était déposé à la Fondation Napoléon parce qu'il y a des obtentions de bourse et des trucs comme ça, et c'est quand même l'argument qui nous a été renvoyé dans la figure. On l'a trouvé un peu saumâtre sur le coup, mais voilà, donc l'espace de liberté qu'aujourd'hui offre Internet dans la critique, en disant bah oui, j'ai le droit de m'exprimer, ça peut avoir plus d'effets négatifs que ce qu'on veut bien croire, et on s'en rend pas trop compte, et c'est toujours très difficile après d'expliquer à une personne. Enfin, dans le cas de Souvenir de la Grande Armée, je l'ai eu en dédicace, j'ai eu un mec comme ça, vous voyez, hein, dans la file de dédicace, vous voyez le comportement des gens, vous voyez le mec qui trépigne, il dit à lui il vient parce qu'il a un compte à régler, il y a un truc qui lui a pas plu, et j'ai eu droit à mais vos chiffres sont faux, machin, un truc, on dit ok, mais basé sur quel stat, hein? Bah, moi je me base sur les stats de tac tac tac. Et il s'est décomposé devant moi en me disant je n'ai jamais imaginé que l'ennemi aussi avait des livres d'histoire. Voilà, j'aime bien la notion de l'ennemi. Hein, oui, mais la représentation sociale est quand même un rôle dès qu'on touche au bouquin, il y a un rapport affectif à la lecture, il y a une façon de s'investir dans la lecture. Et si vous allez contre certaines représentations sociales, vous pouvez vous les prendre dans la vue. Voilà, ça c'était toutes les parenthèses. C'est fini, hein, non? On doit parler de bouquins. De préférence. Allez, santé. Hein. Bon, on fait quoi? Oh là, tu poses des questions. Je peux choisir le premier? Ouais. J'ai envie de parler d'Orange Mécanique. D'accord. Alors, Cyrus Mill, d'Andreas. On va commencer par une BD. Je viens de là. Alors, tu as lu la bande dessinée? Oui. 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 Qu'en as-tu pensé? Je n'ai rien compris. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'elle est géniale. C'est pour ça qu'elle est absolument géniale. Donc voilà, ouais.
Je ne sais pas comment je dois le prendre. Hein. Voilà. Donc Cyrus Mill. Alors Andreas, pour moi, c'est un des auteurs extraordinaires de la bande dessinée qui est totalement sous-évalué. Mais en même temps, qui a vraiment son public. Hein. Je pense que sur tous ces bouquins, ils vendent le même nombre de livres à l'unité près ou à peu près. Il a fait ses études à Saint-Luc, il est d'origine allemande, je pense que maintenant il vit en Bretagne, et c'est une sorte de moine du boulot comme ça. Donc son horaire, il se lève à 6h, à 7h il fait ses crayonnés, l'après-midi il fait ses ancrages, enfin voilà. Ce sont toujours des récits fantastiques, mais si vous voulez suivre des leçons de narration de bande dessinée, lisez ses bouquins. Je vous conseille sa série Capricorne, qui est probablement la plus accessible. Donc, il décide un jour de faire un album muet. L'album est muet, oui, au XXIe siècle, c'est encore possible. Il décide de faire un album qui s'appelle Le Cube, où toutes les cases sont carrées. Voilà, on ose faire toutes les cases carrées. Et donc, chaque album a un thème. Dans la série Capricorne, il y a l'album blanc, tout est blanc. Et pourtant, tout est blanc. Et ben non, justement, ce ne sont pas que des pages blanches, mais le blanc domine. Donc tous les traitements tout est hyper réfléchi. Alors Cyrus Mill, c'est un vieux truc qu'il avait fait aux Humano, je sais pas, années 90, années 80. Et la particularité, c'est que personne n'y comprenait rien. On lisait ce truc en disant putain, j'ai rien compris. Mais c'est pas mal, hein. C'est quand même fascinant, un petit côté Lovecraft, 2000 Odyssée de l'espace, c'est pas mal. J'ai rien compris. Et puis vous le relisiez. C'était encore l'époque où on pouvait lire des livres, parce qu'on avait le temps. J'ai rien compris, mais c'est quand même pas mal. Et puis vous le relisiez. Et là, il y avait le choc, une sorte d'apprentissage par insight, comme on dit en théorie de l'apprentissage. Vous avez compris. Vous avez compris le truc. Et vous dites, oh, le salaud, il m'a bien eu. Pourquoi ? Parce que toute la narration repose sur les représentations sociales qu'on a. Sur les représentations sociales qu'on a de la narration. Dans une série télé, imaginons, la scène se déroule, on commence en A, et puis l'action se déroule, et puis il y a un break, il se passe quelque chose d'autre avec les personnages. D'entrée de jeu, vous allez vous dire c'est un flashback. Parce que vous êtes habitué à avoir du flashback à ce moment-là. Vous n'allez pas vous dire c'est un truc qui se passe à la fin de l'histoire, ou c'est un truc qui se passe pendant l'histoire, mais ailleurs. Non, vous avez pensé flashback et ce genre de choses. Et en fait, en tant que lecteur et lecteur de bande dessinée, il y a toute une série de codes qu'on a intégrés et dans lesquels on est tout à fait piégé. Et donc, quand on lit cet album et qu'on applique nos codes gentiment, on ne comprend rien. Et puis un jour, vous dites « Ouais, mais il a quand même pas fait ça. Donc si ça correspond à ça, ça correspond à ça. » Et là, vous dites « Bah ouais, j'étais vraiment trop con. » Et vous comprenez tout. Voilà. Bonne relecture. C'est bien, je vais relire. Franchement, voilà, j'ai besoin de le voir maintenant. Donc c'est vraiment pour ça. Et en fait, ce qui me fascine, outre le fait qu'Andreas est quelqu'un qui me fascine, et j'aime vraiment son œuvre, son travail, sa réflexion, quelqu'un qui est très intelligent, très cultivé, qui a une très grande culture littéraire, qui a une très grande culture du fantastique et de la SF. C'est quelqu'un qui s'interroge en permanence sur son travail, sur la narration, sur l'écriture du code bande dessinée. Et rien n'est gratuit. Donc si soudainement l'espace entre les cases change, c'est pas une erreur d'impression, c'est qu'il y a une volonté, ce genre de choses. Et ça c'est chouette parce que je trouve qu'il y a quand même une grande majorité de bandes dessinées qui ont oublié les codes de la BD, qui ne font que dupliquer les représentations sociales de la BD et les codes les plus faciles, mais sans s'interroger vraiment sur ce qu'est la narration. Les ellipses ont tendance à disparaître, on a tendance à beaucoup plus expliquer, merci le cinéma américain entre autres. Donc c'est vraiment la main se pose sur la poignée de porte et on ouvre la porte, ce genre de choses. On ne peut pas imaginer qu'en tournant une page, on change de lieu. Ce sont des codes qui deviennent très difficiles. Et lui, évidemment, il exploite ça en permanence. Mais donc ça nécessite aussi de lire la bande dessinée avec un regard très attentif. Et c'est pour ça que c'est fascinant. Mais ça m'a beaucoup fait penser à du Peters, mais sous acide. Mais vraiment le même style de dessin. Et on a l'impression presque d'être dans un livre de la cité, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Skelton et Peters, la cité obscure, merci. Mais le type qui l'a écrit a peut-être fumé quelque chose avant. Et c'est l'impression que ça m'avait donné en fait. Justement, non. Je pense qu'il a encore moins fumé que Peters et Skelton. Il est beaucoup plus rigide dans ce qu'il raconte. Mais comme il déstructure tout,
ou plus précisément, il propose les choses, mais en vous grugeant, et qu'on a beaucoup de mal à sortir des pièges que nous tend notre cerveau. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle toujours, et c'est toujours marrant, parce que les gens qui l'ont lu me font « J'ai rien compris ». Alors, Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon. Non mais ça va, le chahut, là. Oh. Vous l'avez tous lu, j'imagine. Qui ne l'a pas lu? Ah. Voilà. Alors, il faut éviter toutes les adaptations qui ont été faites en cinéma. Hein. Charlie, de mémoire, et ce genre de choses, c'est une vraie catastrophe. Oh, c'est mauvais. Mais non, justement, tout tient sur l'écriture et sur la narration. Donc, dès que c'est mis en image, ça devient mauvais. La moins mauvaise adaptation, c'est la pièce de théâtre, je trouve. Mais bon, et encore. Alors, on a longtemps cru que Daniel Keyes était l'homme d'un seul livre. Alors qu'il y en a un autre qui est les 1001 vies de Billy Milligan, qui est tout aussi intéressant. Et Daniel Keyes... Bon, moi j'en entends parler, je dois avoir 20 ans, c'est Sarah Doc qui me l'offre, comme ça, on fait la boucle, en me disant, si tu dois lire un livre de science-fiction, c'est celui-là. Ok. Dit, en plus tu fais psycho, je suis étonné que tu ne l'aies pas lu, parce que c'est vraiment le bouquin pour toi. C'est l'histoire d'un individu d'une trentaine d'années de mémoire, enfin Charlie, qui a débile profond au sens psychologique du terme, donc un QI très très bas, qui travaille dans une boulangerie, si mes souvenirs sont bons, fait des petites tâches, il passe le balai, et encore là, c'est limite, hein, voilà. Et il va devenir le Kobe d'une expérience, Kobe volontaire, on va lui proposer, on est en train de tester des molécules qui ont une influence sur le cerveau, qui normalement devraient permettre d'accroître sa capacité d'intelligence, enfin de faire de lui un être, entre guillemets, normal, enfin en tout cas présenté comme tel. Et il est volontaire. Il y a une contrainte, c'est qu'il doit écrire dans son cahier ce qu'il vit. Et donc il se livre à l'exercice. Et donc les premières pages sont écrites quasi en phonétique, avec des fautes d'orthographe, des considérations absolument... très très terre à terre. Voilà, et parallèlement, les tests continuent à être menés sur des souris de laboratoire, dont une souris qui est une souris test, qui est Algernon. Et bien, ça marche. Et ce livre, c'est l'éveil à l'intelligence et à la conscience. Et donc, plus vous évoluez dans le bouquin, plus l'écriture change, plus l'écriture devient ample, on va passer à des phrases sujet, verbe, complément, puis sujet, verbe, relatif, complément, et ainsi de suite. Et on va aussi changer toutes les considérations. Il n'y a plus de... Le jour où j'aurai un cerveau, je taperai François car François est méchant, à qu'est-ce que l'amour dans la société, enfin ce genre de choses. Et puis il se passera des tas de choses que je ne vous dirai pas. Je l'ai offert plus d'une vingtaine de fois, je pense 25 ou 30 fois, même à des gros barbus avec des chemises à carreaux, bardés de tatouages qui n'écoutent que du black metal. Et tous me l'ont rendu en me disant « T'es une ordure », j'ai pleuré. Il y a toujours un moment où on se dit « Merde ». C'est vraiment, pour moi, un petit bijou. Alors, j'ai un petit doute aujourd'hui, parce qu'apparemment, il a été réédité récemment, il a été retraduit. Et j'ai croisé des lecteurs qui ont lu la retraduction et qui m'ont dit « Ça marche moins bien dans la nouvelle version ». J'avoue que j'ai pas tenté chez Flammarion ce que c'était, mais dans cette version-ci, ça marche très bien. Ça marche très bien et c'est vraiment une narration... voilà, enfin, vous êtes prenant, on est à la première personne et tout. Bon, alors là, vous allez vous en rendre compte, dès que je parle d'un bouquin, c'est un bouquin écrit à la première personne. J'ai vraiment une empathie pour ça. Alors, vous vous en rendrez pas compte, mais je vais désamorcer la chose parce que je me suis déjà fait piéger 2 fois sur le sujet. C'est tout des trucs écrits par des mecs. Voilà. Il n'y a aucun bouquin écrit par des femmes. Oui, je lis des auteurs femmes. Et d'instinct, quand on me demande quels sont les livres qui t'ont marqué, c'est que des bouquins de mecs. Voilà. Voilà, donc Des fleurs pour Algernon, si vous l'avez jamais lu, jetez quand même un œil. Pour moi, ça fait vraiment partie des classiques, voire des monuments
et de la science-fiction, mais de la littérature au sens large. Ça peut se lire quand on est un grand ado lecteur, mais ça se lit quand on est adulte. Enfin, c'est vraiment... Et c'est un bouquin universel qui... Alors, je sais que science-fiction fait souvent peur, mais comme ici, on est centré sur l'humain, que ce soit écrit dans les années 50 et lu au 21e siècle, ça ne change rien, parce que les considérations restent des considérations humaines, quoi. Donc, voilà. Tu voulais quoi ? Orange Mécanique ? Bah si. Bah, pourquoi ? Moi, on me demande, je fais. Alors, ceci est l'Orange Mécanique. Ça, c'est la question pour ceux qui participent à des quiz. Le film, c'est Orange Mécanique. Non, mais c'est important. La mort à Venise, Orange Mécanique, l'Orange Mécanique. Non, ça apparaît je pense, dans le Trivial Poursuite, un truc comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est un bouquin qui m'a marqué. J'avais 15-16 ans. Je l'avais pris par accident parce que je pense que mes parents voulaient pas que je voie le film ou un truc comme ça. Ce qui me faisait marrer, c'était de savoir que Anthony Burgess, qui n'a pas écrit que ça, il y a 7 ou 8 romans, je pense. Non ? Enfin bon. Qui sont aussi intéressants. Ce qui me faisait marrer, c'est qu'il a un profil ancien membre de la CIA, des trucs comme ça. Ça faisait waouh, je vais lire un mec qui vient de l'espionnage et ainsi de suite. Et bon, alors, Orange Mécanique, vous avez tous vu le film, j'imagine ? Non ? Qui n'a pas vu le film ? Ah ! Bah, lisez le livre, c'est pire, c'est mieux. Oh, le livre est pire. Ah, ça va être super. Alors, j'aime bien reprendre le livre, outre le fait que il m'a marqué quand j'avais 15 ans, enfin, ou 16 ans, je ne sais plus. C'est parce que ça fait partie de ces livres qui ont perdu de leur valeur parce qu'un film est sorti. Et parce qu'un bon film est sorti. Or, le film, pour être un bon film, a pris énormément de distance avec le roman. Déjà dans la façon d'habiller les gens. Ici, ils sont tous habillés en noir. Dans le film, ils sont tous en blanc. Le final n'est pas du tout le même. Enfin, il y a plein de choses. Et Kubrick joue sur toute une série de codes, entre autres la musique, qui ont vraiment un sens dans le film. Et Burgess, lui, joue sur les codes qu'il possède, à savoir les possibilités d'écriture. Et ce qui est chouette, c'est qu'il fait partie de ces livres qui sont écrits dans des langues presque inventées. Alors, c'est pas encore Enigmarcher, hein, dont j'adorerais parler, mais on ne l'a pas. Mais j'évoquerai quand même. C'est-à-dire qu'il mélange des tas de mots qui n'ont pas de sens dans notre langue, enfin, ou dans la traduction, super traduction d'ailleurs, et pourtant vous comprenez tout. Je vais boire des molocos avec mes maltchik. On voit ce qu'il va faire, quoi. Enfin, on est happé par cette histoire à travers un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire classique, à travers une façon de raconter, pas une façon de raconter classique. Et puis sur le fond, ça nous parle de société de violence, de rapport à la violence, de société du contrôle, enfin tout cet héritage 1984 et ainsi de suite. Ce qui est pas mal à lire, je ne sais pas, dans notre société aujourd'hui, ça reste quand même toujours d'actualité. Mais c'est une expérience de lecture, enfin, moi je trouve chouette parce qu'intellectuellement on est vraiment immergé dans un monde, enfin dans une façon de scander la langue, dans une façon de parler qui est à la fois totalement bizarre et à la fin, je ne vais pas dire que vous pouvez parler la langue, mais c'est quasiment ça. Enfin, vous l'avez intégré. Alors je sais qu'il y a des éditions avec un lexique, des éditions sans lexique. Ouais, il y a le glossaire dans celui-ci. Ce qui est marrant, c'est de le lire sans regarder le glossaire. C'est encore plus drôle. Voilà. Et ça participe des bouquins qui m'ont aussi toujours fasciné. Donc, j'évoquais Enigmarcher, qui est paru chez Monsieur Toussaint à l'ouverture. Ce sont ces livres qui sont écrits dans des langues qui n'existent pas. Et qui pourtant font que vous, lecteurs, vous comprenez tout.
parce que je trouve que ce sont des exercices incroyables de narration, ce sont des exercices incroyables d'écriture, et la plupart du temps de traduction, parce que c'est plutôt les auteurs anglo-saxons qui le font. J'ai pas d'exemple aussi marquant en français. Enigmarcher, c'est une histoire très con. On est dans un futur post-apocalyptique, c'est un adolescent, on lui a toujours dit qu'il y a eu une grande catastrophe, et il voudrait savoir quoi, et il enquête sur qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Si ce n'est que aucun des mots écrits est un mot existant dans la langue française. C'est sur mon téléphone, c'est pas grave. Donc c'est de la fusion de mots, de la disparition de lettres, de la concaténation, des transformations de sens et tout. Alors pour les plus cinéphiles, peut-être vous vous souvenez du film Zardoz, avec c'était Sean Connery dans un maillot rouge et ainsi de suite. Zardoz, c'était en fait la construction de Wizard of Oz. Voilà. Et ben c'est le même principe. C'est jongler avec des trucs qui vous semblent évidents et pourtant qui n'existent pas. Alors, la technique, un peu moins dans Orange Mécanique, mais dans Enigmarcher, si vous mettez la main dessus, il faut prendre son temps. J'aime bien aussi les livres. On peut prendre son temps parce qu'on doit rentrer dans la logique de narration, la logique d'écriture. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à lire à haute voix. Parce qu'en lisant à haute voix, on va trouver le rythme, on va trouver vraiment la scansion, et une fois que c'est fait, c'est parti. Et comme on a fait cet exercice intellectuel-là, le cerveau est super excité, et donc vous continuez, et vous pouvez dérouler sur tout le récit. Voilà. Et j'avoue que ce sont des trucs que moi j'aime beaucoup. Et par exemple, ce sont des livres dont je ne parlerai jamais dans les médias, parce que c'est très compliqué à expliquer de façon cohérente et tout, sans brobeler comme je le fais ici, en faisant des grands gestes, en s'agitant, enfin voilà. Dommage, non voilà. Mais donc, voilà, Orange Mécanique, il est ici, Enigmarcher, si vous mettez la main dessus. Et probablement, il ne sera pas édité en poche, parce que là aussi, Monsieur Toussaint, l'ouverture, a fait un travail de couverture avec des rabats spéciaux et tout. C'est vraiment un beau petit objet. Voilà, donc ça fait partie des bouquins que j'adore. Je tiens à préciser qu'on ne l'a pas parce qu'il n'est plus édité, pas parce qu'on ne voulait pas l'avoir. Donc, si jamais un jour vous le trouvez en bouquinerie, on est pour les dons. Donc, voilà, le message est passé si jamais. Ouais. Chaque fois qu'il y a un bibliothécaire d'un soir, après les livres se retrouvent dans le bac, il paraît. Hein, c'est ça. Lui, il est arrivé aujourd'hui. Voilà. Quel plaisir. Un tueur sur la route, James Ellroy. Non. C'est pas mon truc. Le tueur sur la route ou James Ellroy. C'est pas de la science-fiction, ça. Ah. Personne n'a lu un tueur sur la route d'Ellroy. Mais demain, tout le monde va le faire. Non, c'est pas indispensable. Hein. Mais parce que c'est un classique du genre. Alors, Ellroy, vous voyez qui c'est, ou Quatuor Los Angeles, les Confidential et ce genre de choses. Il a généralement ses obsessions. Donc, ses obsessions, c'est Los Angeles, c'est tout ce qui se passe avant l'assassinat de Kennedy, parce qu'après, pour lui, le monde s'est arrêté. Oui, mais alors ce bouquin-ci est vraiment très atypique par rapport à ce qu'il produit. Et ce bouquin-ci est un livre très important. Alors, en cinéma, il y a un film français qui s'appelle Les Patriotes, qui est toujours diffusé dans les écoles de recrutement des futurs agents secrets, des mecs DRG et des trucs comme ça. Voilà, parce que ça explique bien la mécanique de... Un tueur sur la route, c'est un livre qui est toujours lu par les aspirants au FBI. Il est fourni aux aspirants au FBI. Ça raconte à la première personne l'histoire d'un tueur en série en étant dans la tête d'un tueur en série. Voilà. Je ne peux pas dire beaucoup plus. C'est très très maîtrisé, c'est très bien écrit, et il y a cette tension permanente
entre désir de passage à l'acte, pulsion et contrôle. Entre justification des actes et interrogation sur ce qu'on est, comment on fonctionne. Donc c'est vraiment à part dans la production d'Ellroy, déjà par le positionnement narratif, par le positionnement du personnage qui est choisi, là où dans les quatuors, Los Angeles, dans American Tabloid et compagnie, c'est plein de personnages dans tous les sens qui se croient. Non, ici c'est vraiment très très centré. Et c'est une expérience de lecture qui est une expérience assez éprouvante. J'avoue que jusqu'il y a peu, j'avais pas eu d'expérience aussi malsaine, avec des guillemets, éprouvante en termes de lecture. Et pourtant, il y a 1 an, il y a un bouquin hollandais qui m'a fait ça, voire pire. Il s'intitule La Tanche, de Inge Schipholroth. Qui l'a lu? Ah. Et ça m'a ennuyé. C'est vrai? Ça vous a ennuyé? Ah non, pas du tout. Ah. Je trouvais que c'était lent par rapport à la construction de... Enfin, je sais pas, ça m'a pas fait kiffer. J'ai eu un problème. Je pense que je suis même pas allé jusqu'au bout. Mais bon, ça c'est peut-être personnel, mais j'ai aussi, moi, écrit un bouquin sur la pédophilie et je trouve que le mien est meilleur. Non, je le pense. Ah bah, tant mieux. Ok, parce que je l'ai pas lu, mais ça m'intéresse. Mais, mais c'est bien d'avoir des gens qui l'ont lu. Celui-là m'a bien plu parce que ça montre bien la difficulté d'un pédophile de se maîtriser. Oui, ce qui est intéressant, c'est ce rapport contrôle-pulsion. Et environnement qui reste un environnement toxique, qui ne comprend, qui n'est pas fait pour l'aider. Voilà. Mais le Ellroy, c'est... tu vas t'ennuyer, il est tout aussi lent dans le développement. Mais je trouve en même temps à les mêmes forces et juste beaucoup probablement mieux maîtrisé en termes d'écriture. Parce que La Tanche, c'est un premier roman, Ellroy, c'était pas son premier roman. Voilà. Le fantastique, non, tu n'aimes pas non plus. Alors, Lovecraft. Le cauchemar d'Innsmouth. Aussi bouquin super important parce que c'est un des premiers livres qui est rentré dans mon troc 1 pour 2. Voilà. Bah oui, évidemment, il n'y a pas de page. Je suis adolescent, j'ai quand même pas pris... Ouais, je vais faire un troc, je vais prendre un truc de 800 pages. Non. C'était calculé, évidemment. Je sais que tu l'as lu. Oui. Ah, vas-y, parle-en. Ah bah, comme ça, la bibliothécaire vous parle. Attention. C'est pas le premier Lovecraft que j'ai lu, mais c'est le premier Lovecraft dans lequel je suis rentrée et qui m'a fait peur. Parce qu'on a cette ambiance de cet homme qui arrive dans cette ville totalement inconnue. Donc l'histoire, c'est un homme qui débarque dans une ville. Il la connaît pas, il se promène et il se passe de drôles de trucs. Et la nuit, il y a des gens qui vont venir et on va découvrir tout un culte et toutes des choses qui font un peu peur. Et c'est l'innommable de Lovecraft qui viendra. Enfin, je ne sais combien de fois il va pas le dire là-dedans. Mais il y a une ambiance de... je me promène et je pense que tout va bien. Puis il y a quelque chose qui cloche. Mais non, est-ce que je suis parano? Non, c'est... Voilà. Et puis si, il y a quelque chose... Et ce quelque chose, c'est... Voilà. Voilà. Je ne suis pas critique littéraire. Hein. Non, mais c'est bien. Moi non plus. Je disais, je suis pas français, donc mieux, je suis chroniqueur. Donc. Bon, je suis un grand fan de Lovecraft parce que c'est mes lectures d'adolescence. Et en même temps, c'est un auteur qui est toujours associé à la littérature d'horreur, compte tenu de ce qu'il raconte. Mais comme ce sont des grandes cosmogonies, façonneries, ça fait jamais peur. Bah, j'ai la couleur tombée du ciel super lent, la mythe de Cthulhu, c'est bon. Hein, enfin bon, je trouve que l'affaire Charles Dexter Ward, on voit tout arriver à des kilomètres. Oui, enfin, il y a quand même... C'est pas le truc qui fait super peur. Sauf celui-là. Voilà, celui-là, il arrive à poser une ambiance du rapport... un rapport paranoïaque, c'est écrit à la première personne aussi, comme par hasard. C'est un positionnement très sombre et qui va avoir une influence sur
plein de courants de la littérature fantastique par après, mais ça continue à fonctionner. Et donc, moi, c'est vraiment un bouquin qui me tient à cœur pour ça. Et c'est aussi un bouquin qui me tient à cœur, ainsi qu'Orange Mécanique, parce que ce sont des livres que je sors souvent quand je me retrouve à l'école, dans les interventions scolaires. Alors en Belgique, j'en fais assez peu. À une époque, quand j'étais à Paris, j'en faisais beaucoup plus. Et c'était toujours, j'aime pas lire. Ok, bon, d'accord. Et puis après, j'ai quand même essayé votre truc, là, le cauchemar d'Innsmouth. Ah, putain, ça marche bien, hein, c'est flippant. Est-ce que vous avez autre chose dans le genre ? Et souvent, ce qui est très drôle dans ces interventions-là en France, ce qui était très drôle, c'est que quand j'arrivais avec ces choix-là, les enseignants avaient toujours un a priori négatif. D'une part sur le bouquin et d'autre part sur leurs élèves. En disant, ouais, je sais pas si c'est vraiment une littérature à leur proposer. Puis de toute façon, ils comprendront pas. Qui est quand même toujours le truc. Mes élèves ne comprendront pas, ils sont trop cons, ils font tourneur-zingueur, donc ils liront pas, ils lisent déjà pas, il faut leur proposer des trucs faciles. Alors qu'on se rend compte que avec Orange Mécanique, on avait fait une petite... ça me souvient d'une classe, effectivement, enseignement, alors je sais plus en France comment ils disent, qualifiant ou professionnel, enfin un truc comme ça. On lit les premières phrases, puis je voyais dans le regard de l'enseignante ce moment où elle pourrait me dire, je vous l'avais dit, ils n'ont rien compris. Et puis j'ai eu face à moi des gamins qui avaient d'une part tout compris et qui me l'ont répété dans leur langage cité à eux. Ils disaient, ouais, mais maintenant on n'aurait pas dit malchic, on aurait dit machin, on est machin, daron, enfin. Et ça prouvait qu'ils avaient vraiment compris le sens du truc. Et par rapport au cauchemar d'Innsmouth, ce qui était vraiment intéressant dans les commentaires que j'ai eus, c'est des gamins des cités qui m'ont dit, ouais, ça c'est ce que je vis quand je vais à Paris. Quand je vais au centre-ville. Je suis le gars qu'on veut pas. Et je me dis qu'au final, à travers un récit d'horreur, d'un type dans une ville où il n'est pas vraiment le bienvenu, il n'était pas destiné à rester là, enfin, il y a plein de choses comme ça, qui se pose plein de questions sur est-ce que c'est moi qui suis parano ou... voilà. Il y a encore, je comprends pourquoi ça m'a plu quand j'étais adolescent et je pense que ça garde une forme de modernité par rapport à plein de problématiques d'adolescence, de migration, de rapport à l'autre, de rapport à la différence, et ainsi de suite. Et j'ai pas eu l'expérience une fois, je l'ai eu plusieurs fois. Donc vraiment ce côté de, je me suis identifié à lui parce qu'il arrive quelque part où on ne veut pas de lui. Donc en plus. Pas beaucoup de pages. Bon, c'est écrit petit, hein. C'est pas écrit comme Amélie Nothomb, mais... Voilà. Bon, on va commencer par de la BD, et puis... Oui, on m'en a demandé quelques titres, j'en ai vite tapé, on aurait pu en prendre plein d'autres, des différents et tout. V pour Vendetta. Vous avez tous vu le film ? Ouais, non. Ouais. Bah la BD c'est mieux. Alors c'est un des films qui est le moins massacré, enfin de l'œuvre d'Alan Moore dans ses adaptations, c'est un des trucs qui est le moins massacré, mais enfin bon. Ce qui moi me fascine, c'est que là aussi pour moi c'est comme Andreas, Alan Moore. Je suis pas fan de lui quand il passe à la littérature, donc le Jérusalem, je suis pas convaincu, je trouve qu'il oublie son lecteur. Mais quand il était scénariste de bande dessinée, parce qu'il a décidé de ne plus en faire, il y avait une forme de narration, une façon de raconter et des thèmes qu'il allait chercher. Je dis, waouh, c'est quand même un grand, grand monsieur. Ce qui est marrant, c'est que chaque année à Angoulême, maintenant pour le Grand Prix de la ville, on demande aux auteurs de voter pour leur père. Et puis il y a 3 noms qui ressortent. Et puis dans les 3 noms, il faut voter. Chaque année, il y a Alan Moore qui sort. Chaque année, on doit le retirer parce qu'il a toujours refusé de recevoir un prix. Il a bien dit qu'il refuserait le prix, qu'il ne viendrait pas, qu'il n'en avait rien à foutre. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a vraiment marqué la narration BD, en tout cas l'imaginaire bande dessinée. C'est quelqu'un qui a marqué la pop culture parce que en réactualisant, en utilisant dans V pour Vendetta le masque de Guy Fawkes, qui vient de la conjuration des poudres, on sait que les Anonymous l'ont repris depuis, et c'est devenu symbole de rébellion face à l'autorité. C'est
il réactualise 1984 avec une société, avec un langage, avec une société du contrôle, avec la main, l'oreille, la tête, et ainsi de suite. Et en même temps, la grande force d'Alan Moore en bande dessinée, c'est qu'il bosse avec des mecs, si vous ouvrez le bouquin, vous dites, mais c'est moche. C'est vraiment, les couleurs, c'est n'importe quoi et tout. Vous dites, mais comment on peut faire de la bande dessinée aussi laide ? Et quand vous rentrez dans le bouquin, vous commencez à lire, vous dites, mais qu'est-ce que c'est bien pensé d'avoir bossé avec ce dessinateur-là. Enfin, on a ça sur Watchmen, on a ça sur From Hell, on l'a sur V pour Vendetta. Parce que il a une pensée globale de son récit. Il a une narration globale, il a une façon de tout emballer, où au final la bande dessinée fait un tout, et vous attachez pas juste au le dessin il est génial ou c'est bien raconté. Non, vous êtes immergé dans cette expérience de lecture. Techniquement, si vous reprenez, il y a des pages entières, ce sont des vraies leçons de technique narrative en bande dessinée. Je sais pas, quelqu'un l'a lu par toi? Oui, voilà. Parce qu'il y a une scène, la scène du masque, qui se cache derrière le masque, qui a été plein de fois imité, qui n'a jamais eu le même rythme dans la narration. Voilà, alors, l'histoire, société du contrôle, un homme se rebelle, il porte un masque, héros, bandit, terroriste, et puis une jeune femme est amenée à l'aider. Elle est sa prisonnière, mais en même temps elle est fascinée, et puis voilà, c'est le rapport au pouvoir, et c'est je sais pas, c'est une bande dessinée qui va au-delà de la simple bande dessinée. Et quand on la ferme, ça laisse quand même des traces, ça pose des questions. On aurait pu prendre Watchmen, donc une autre écriture des mythes du super-héros, mais avec une question de fond là qui est who's watching the Watchmen, donc qui contrôle ceux qui contrôlent. Donc c'est bien d'avoir des super-héros, ils aident la société, ils font régner l'ordre, mais qui contrôle ceux qui font régner l'ordre? Question qu'on retrouve d'ailleurs dans les problématiques polars actuelles, quand même. C'est un sujet qui revient régulièrement et si l'assassin était un flic, et si l'assassin était un juge, et si le président d'un SBL était un bourgmestre, ou ce genre de choses. Qui contrôle ceux qui contrôlent. Bref, Alan Moore en BD sur ces gros titres. Bon, déjà, c'est toujours des énormes paginations, c'est vraiment du roman graphique. Il faut passer le cap du dessin, parce qu'il a toujours cette façon de s'associer avec des gens. Vous prenez les dessins isolément ou les planches isolément, vous dites, mais c'est immonde. Et puis en fait, non, ça a un sens, c'est cohérent. Enfin, le choix de certains types de couleurs, parfois criardes, parfois pop, et ainsi de suite. C'est hyper maîtrisé et hyper bien raconté. Voilà. Les questions ? Vous êtes trop sage. Des insultes alors, allons-y. Bon voilà, merci beaucoup. Donc vous n'avez aucune question, rien du tout. Mais je l'avais dit, ils sont trop sages ici, donc... Moi je voulais... Vas-y, c'est le moment. Dimanche soir, vendredi soir. Il reste encore des chips et du jus. Mais c'est pas vraiment une question, Michel. Je pense que c'est plutôt un compliment. Moi, ce qui me fascine, c'est que quand on te voit chroniquer un bouquin à la radio, puisque maintenant on peut voir la radio, c'est le principe. Et forcément, quand on te voit à la télévision, contrairement à beaucoup de chroniqueurs, tu ne lis jamais. La plupart des chroniqueurs, maintenant à la radio, j'imagine qu'il y a des prompteurs, non ? Pour ceux qui... Il y a des tablettes. Des tablettes. Oui, c'est ça. Et donc, je me pose vraiment la question de savoir comment tu fais. Enfin, quand on s'est rencontrés, que tu as parlé du roman de François Steurs, à Mons, la remise du prix, tu en parlais comme si tu l'avais lu il y a 5 minutes. Et donc, je me demande, est-ce que tu as cette capacité à pouvoir te souvenir des bouquins que tu as lus, où tu vas revoir des notes, tu prends des notes. Moi, je trouve ça fascinant d'être en mesure. Et je trouve que ça donne aux chroniques que tu fais en radio un confort d'écoute, parce que tu parles.
Tu ne lis pas. Quelqu'un qui lit va forcément parler beaucoup plus vite et on a le temps d'entrer dans ton discours et tu en parles. Parfois, forcément, c'est plus lent, mais c'est beaucoup plus agréable. Et donc, je voudrais juste savoir comment tu fais. Eh bien, merci. Alors, on va revenir au début de la rencontre. Si. Non, mais je vais te l'expliquer parce que c'est lié au début de la rencontre. Ce que j'ai posé comme prémisse à cette rencontre. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle. Donc, j'ai une certaine habitude d'interaction linguistique, enfin, ce genre de choses. J'ai essayé de faire du théâtre et c'était une catastrophe. Je ne sais pas étudier un texte par cœur. Je me sens tout de suite coincé. C'est quelque chose qui m'ennuie. J'ai fait de l'impro. Je trouve ça extra. Voilà. Et comme je disais, je ne suis pas journaliste. Je suis psychologue. Et je pense qu'on est formé à ça. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails de mon début de carrière, mais moi, j'ai commencé ma carrière comme chasseur de tête et comme sélectionneur. J'étais impliqué professionnellement dans des grosses opérations de sélection. Mais quand je dis grosses, c'était grosse. Hein. On Toi qui as fait le casting de Louis Michel, tout ça, non Non, j'aurais bien aimé parce que le casting aurait été meilleur, mais... voilà, c'était à l'international. On se retrouvait à faire 14 interviews de sélection par jour pendant 6 mois. Français, anglais, voilà. Ce qui fait que quand tu es dans une interview, en tant que psychologue, quand tu es dans une interview, tu dois développer des techniques de prise de notes qui ne gênent pas ton écoute et ta vue. Tu as une façon de noter, de structurer. Mais plus tu en fais, plus tu n'as même plus besoin de prendre des notes. Ça structure. Donc, moi, je sais que je suis très proche d'un mode de fonctionnement qu'on dirait rapidement de carte mentale. Donc, je travaille vraiment par carte mentale. Et quand j'attaque une lecture, je suis dans ce mode-là. Je prends aucune note. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je pars du principe que si je ne me souviens pas de l'info, c'est qu'elle n'est pas importante. Si je ne me souviens pas du prénom de l'héroïne, c'est que ce n'est pas important. Si je m'en souviens, c'est que ça a un sens. Et si ça a un sens, je peux ou non le communiquer. Ça, c'est après l'aménagement des trucs. Et je pense que les deux phénomènes, enfin, les deux dispositions se mélangent. Je pense qu'il y a une disposition à ne pas aimer le par cœur. J'ai jamais étudié par cœur à l'école, ça m'a toujours insupporté. Je voyais pas l'intérêt vers ce genre de truc. Je veux comprendre les choses, mais étudier par cœur, ça m'énerve. Voilà, le théâtre, je n'aime pas le théâtre parce que la dimension texte récité, texte figé, je ne comprends pas. C'est un truc qui me bloque. Et de l'autre part, la formation plus l'apprentissage réel d'un travail comme ça, très proche de la carte mentale et du fonctionnement, font que j'applique ça dans mes lectures. Donc quand je rentre dans un livre, ce que je cherche, c'est le storytelling. Mais pas le storytelling du livre, c'est comment je pourrais partager mon livre. Et parfois, il y a des livres que j'arrête, triste d'arrêter, parce que c'est des bouquins que j'aime bien. Mais je me dis, mais j'aurais rien à en dire, à part j'aime bien, ou ça me plaît. Alors ça, je le partage avec mon épouse, mes proches, des amis. Ça, tu vas aimer. À la limite, la seule phrase fonctionne. Et mon pote Alex va me dire, ok, je prends. Voilà. Et quand je pense aux médias, je suis toujours en train de me dire, à qui je vais m'adresser avec ce bouquin? Est-ce que je parle à ma mère? Est-ce que je parle à quelqu'un qui va en librairie? Est-ce que je parle à un mec qui est dans sa bagnole? Est-ce que je parle à ma femme? À qui je parle? À qui je parle? Comment je lui parle? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour moi? Qu'est-ce qui fonctionne? Et comme ta lecture est comme ça, j'ai pas besoin de fiches. J'ai pas besoin de fiches et ça me permet. Je pense que c'est aussi une des raisons de ma entre guillemets longévité, puisque moi je suis pas personnel RTBF, je suis indépendant. Donc ils sont vraiment pas obligés de me reprendre, ils peuvent me dégager quand ils veulent. Surtout n'entendez pas ceci, merci. C'est-à-dire que je peux monter en studio, que ce soit dans le 6-8 ou... le 6-8 c'est un bel exemple pour ça, ou dans Livret ou n'importe où. 6-8 typiquement,
on part sur une base, une chronique, c'est 3 minutes. Mais s'il n'y a pas d'inforoute, parce que tout va bien, tu peux faire 6. Par contre, si soudainement il y a du verglas, tu fais 2,30. Quand tu es dans un texte écrit, tu peux pas faire ça. Moi, je m'en fous. J'ai mes éléments. Et si j'ai face à moi ce qui m'intéresse, mais c'est aussi l'apprentissage du jeu de rôle d'un côté, du psychologue de l'autre. Si j'ai face à moi, que ce soit livré un lecteur, une lectrice, ou Sarah en plateau, voire Jérôme, quelqu'un qui réagit sur un truc, c'est chouette. C'est ça qui est excitant, c'est d'aller chercher ce moment et puis de rebondir. Et oui, t'es pas tout à fait rentré dans les détails du récit, oui, t'as pas évoqué l'usage de la voyelle, du point-virgule ou que sais-je, mais non. Je pense que la littérature, le livre, c'est du plaisir, c'est du partage, et l'objectif, c'est de partager. Et si la personne dit « Ouais, la couve, elle est moche », on peut discuter de la couve à la limite. Eh bien, merci beaucoup. La prochaine fois, nous recevrons Jean-Marc Ceci, qui a publié son premier roman chez Gallimard, premier roman qui s'appelle Monsieur Origami. Et donc, si vous avez aimé, abonnez-vous via YouTube, iTunes ou SoundCloud, ou bien allez simplement sur audioville.be pour recevoir la newsletter qui vous tiendra informé de tout ce qui se passe et des nouvelles émissions. Merci.